Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents. Je vous propose qu'on prenne d'abord 10 secondes pour applaudir les organisateurs pour l'événement, pour l'organisation, tout ce qu'ils proposent. Merci à eux. Alors, je vous rassure tout de suite, aujourd'hui, on ne va pas parler d'ours en Alaska du Nord, on va parler tree checking, on va parler JavaScript, on va parler build, et on va voir un des concepts qui est présent depuis quelques mois dans le domaine, le tree checking, qui permet donc d'envoyer moins de code en production. Je me présente, je m'appelle Vincent Glubinski, je suis architecte logiciel chez S2I West à Rennes. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, GitHub, avec le pseudo en dessous. Alors le plan, on va d'abord voir un petit peu de théorie sur le terme de tree checking versus l'élimination de code mort qui est un peu plus connu dans le domaine. On verra après les outils qu'on a à disposition pour réaliser cette phase-là. Et on fera deux petites démos, d'abord une assez simple, des outils sur du code assez léger. Et après, on va utiliser une librairie qui est assez connue qui s'appelle Lodash et voir un peu ce que ça donne, le tree checking là-dessus. Et on prend une petite conclusion après derrière. Alors d'abord, la partie tree checking, l'optimisation de code, ou en tout cas la livraison de code léger, ça intervient dans un contexte qui est que le web, aujourd'hui, c'est de plus en plus lourd, ça doit être de plus en plus performant, et à l'inverse, le poids de la page moyenne aujourd'hui est passé aux alentours de 2,3 mégas. Donc ça vous donne une idée, c'est à peu près le poids du jeu Doom à l'époque où il est sorti. Donc là, on arrive à des pages quand même assez lourdes. Et du coup, il faut que ça charge rapidement, il faut que l'utilisateur voit le résultat à la limite pratiquement tout de suite, même s'il y a des débits qui sont, il y a de la fibre, etc. Mais il peut y avoir encore des débits assez lents dans certains coins reculés de France. Et si vous avez un business qui est basé, par exemple, sur un site e-commerce et que vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires par jour sur votre site, si vous avez une seconde de latence sur l'affichage de vos pages, vous pouvez potentiellement perdre jusqu'à 2,5 millions d'euros par an. Donc c'est pas négligeable non plus. Pareil pour Amazon, quand ils ont une latence de 1 seconde sur leur site, c'est un pourcentage important qu'ils perdent tous les jours. Donc je vous renvoie vers l'article que j'ai mis en lien pour voir un peu en détail l'étude, mais ça c'est un premier élément de contexte pour savoir, voilà, quand on va livrer une application ou une page, il faut faire en sorte qu'elle soit la plus légère possible. Un deuxième contexte, plus vision technique, c'est comment ça se passe dans le browser quand on récupère la réponse du serveur. Les assets sont téléchargés. Ensuite, le client JavaScript s'initialise, il mouline un peu les datas, et après, vous avez le painting de la page qui se réalise. Tout ça, ça peut se réaliser entre 3 et 7 secondes. Et pendant ces 3 à 7 secondes-là, vous avez de fortes chances de perdre un maximum d'utilisateurs. Donc après, il y a plusieurs stratégies pour combler un peu ce web app gap-là, qui est de dire, on peut faire du rendu côté serveur. Donc le slide d'avant, c'était sur Angular Universal, pour ceux qui connaissent, qui proposent ça pour les applications Angular 2. Vous pouvez faire du lazy loading de vos fichiers JavaScript, pour ne pas loader tout au début et puis faire du lazy loading à la volée, suivant les écrans, et éventuellement diminuer le poids de vos assets aussi, de vos fichiers en propre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça aussi, ça intervient, le tree checking, on va le voir que ça intervient dans une phase de build que tout le monde connaît au niveau développement front. On part d'abord de fichiers JavaScript, d'un ensemble de fichiers qui sont généralement les fichiers en propre de votre application et les fichiers de vos librairies que vous allez utiliser. On passe tout ça dans généralement maintenant c'est des packagers de modules, donc Webpack, Browserify, etc., qui vont concaténer un peu tout ça dans un seul fichier. Après, on envoie ça sur des outils comme Uglify.js qui vont par exemple faire de la minification. Donc, c'est pas nouveau, on aplatit un peu le fichier, on nettoie les espaces, on renomme les variables, etc. Et dans cette phase-là, le premier terme qu'on va voir après et le premier concept qui intervient, c'est l'élimination de code mort, qui va s'occuper un peu d'essayer de nettoyer le code au final et de vous livrer quelque chose d'assez optimisé. Et le tree checking, lui, pourrait intervenir dans la phase d'avant, la phase de concaténation. On disait on peut le faire intervenir dans cette phase-là. Et on va voir un peu les avantages et les inconvénients, ou en tout cas la différence qu'il y a avec l'élimination de code mort dans ce processus de build complet. Et en ce final, après, on se retrouve bien avec un fichier JavaScript beaucoup plus léger. Alors, un peu de théorie. Sur la partie élimination de code mort, tree checking, il y en a un qui n'est pas nouveau, l'élimination de code mort, ça existe depuis un moment. Le tree checking, j'ai trouvé des traces en 2003 dans un projet qui s'appelle Dart2JS,
pour ceux qui ont entendu parler de Dart. Lui, les migrations code mort, le concept, c'est on l'a vu dans le graphique avant, on part d'un ensemble de lignes de code et on essaye d'enlever ce qu'on peut. Donc lui, par contre, il remonte le code, il essaye de voir qu'est-ce qui est atteignable ou pas, qu'est-ce que je peux enlever. On a un exemple tout simple ici, là, une fonction qui n'a aucune utilité. On voit qu'il y a un premier return, et ben le deuxième, logiquement, ne sera jamais atteint. Et ben, du coup, on n'a pas intérêt à poser ces deux lignes-là dans le fichier final. Donc celui-là, voilà, il fait un premier traitement, c'est un exemple parmi d'autres de nettoyage, on va dire, au moment de la minification. À l'opposé, le thread checking, lui, il va prendre seulement le code vivant, le code qu'on a besoin pour faire tourner l'application au final. Donc à l'opposé de l'élimination de code mort, lui, il descend le code. Mais du coup, comment il va réaliser cette opération-là? Parce que lui, il part éventuellement d'un fichier concaténé, ou en tout cas d'un ensemble de fichiers. Il va se baser sur un graphe de dépendance. Et ce graphe de dépendance-là, il va le construire à l'aide des modules ES6 qui permettent de faire une séparation propre et un compartimentage assez propre de vos fichiers et de vos modules, on va dire les anciens modules JavaScript, CommonJS, AND, etc. Là, c'est dans la syntaxe ES6 que vous pouvez faire ça. Et il va se baser là-dessus. Et à partir de ça, par exemple, il va réussir à créer un graphique de cet ordre-là, par exemple, avec module A, module B, module C, module D. Il va détecter qu'il y a ces 4 modules-là dans l'application. Et il va détecter que le module le plus haut, le module A, importera bien le B, mais par contre, le C et le D, qui eux sont dans leur coin et qui ont des liaisons entre eux, ne sont pas utilisés dans le nœud le plus haut et le plus important. Donc, on ne va pas les prendre. Pareil, du coup, il peut descendre au niveau, vu que l'analyse de code statique, il peut la descendre un peu plus finement dans le module B. Il va voir que la module B exporte plusieurs fonctions, et il va se voir que la fonction bêta et gamma, elles ne sont pas utilisées dans l'application, mais dans ce cas-là, on ne les prend pas non plus. Et donc là, petit à petit, en écrémant un peu tous les fichiers et tous les modules, il va arriver à vous enlever des choses qui ne sont pas utiles pour la livraison finale. Alors on pourrait se dire, est-ce que ça revient pas au même de le faire avant ou après, dans un sens ou dans l'autre? Naturellement, on va en conclure que l'inclusion de code vivant est logiquement meilleure. On va prendre les choses de manière un peu plus logique, essayer de remonter du code et d'essayer de comprendre un peu les inclusions, etc. Mais ça implique, et c'est une contrainte assez forte, c'est qu'il faut penser module de bout en bout. Si vous allez inclure une librairie externe dans votre projet, il faut qu'elle soit écrite en ES6, en module, etc., comme on va le voir dans les démos. Si vous incluez un projet qui est en CommonJS par exemple ou dans d'autres syntaxes, il va tout vous renvoyer, il ne va pas réussir à le nettoyer. Donc on en arrive un peu aux limites, c'est que ça ne fonctionne qu'avec des modules ES6 de par la structure statique et que ça peut logiquement coincer. On va faire de l'analyse de code statique, on va parcourir les fichiers, etc. sur un langage JavaScript que tout le monde connaît comme Dynamic, donc c'est pas très évident. S'il y a des changements d'état qui sont détectés par l'outil, s'il voit des choses qui sont pas, alors soit pas élégantes, mais en tout cas il y a des choses dont il n'est pas sûr, ou s'il tombe sur des faux positifs, il va se désactiver tout de suite et il va vous renvoyer tout ce qu'il y a à renvoyer derrière, pour pas être trop destructif non plus. Maintenant, les outils qu'on a à disposition dans la communauté pour réaliser ça, il y en a un qui est plus connu qui est Webpack, donc là c'est dans sa version 2, et puis il y en a un autre qui est un peu plus récent qui s'appelle Rollup.js. Alors, une petite parenthèse d'abord sur les packagers de modules. Ayez bien en tête qu'ils ont un coût quand vous allez les utiliser. Là, vous voyez, il y a deux remarques assez pertinentes sur le fait que voilà, Browserify, il est bien gentil, mais plus je modularise mon code, et plus le fichier final est gros. Et pareil, pourquoi je passe 400 millisecondes à parcourir l'arbre qui a été créé par Browserify pour afficher prendre en compte les modules, plutôt que de les passer pour démarrer l'application. Donc ça, c'est un point à savoir. Je vous renvoie sur un article, une étude qui a été faite par Nolan Nowson sur quel coût ça a de modulariser à fond votre application avec des modules JavaScript et puis d'utiliser ces packagers-là derrière. On voit que sur le graphique, on peut passer jusqu'à 350 millisecondes avant d'avoir une appli qui peut commencer éventuellement à démarrer. On passe un temps non négligeable à le charger le fichier, puis après à faire du runtime, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi quand vous allez packager vos applis derrière.
Le premier, qui est le plus connu, Webpack, qui a été créé donc en 2012, donc l'échelle du web c'est très long, c'est très loin, par Tobias Coppers, donc qui a un projet quand même assez mature, qui est un des plus connus, plus utilisé dans tous les projets web. Dans sa version 2, qui donc a intégré le tree checking aussi, et qui est toujours en phase de bêta, on va le voir après dans les démos. Il y a toujours dans leur roadmap sur GitHub, il y a toujours une issue là-dessus. Voilà, ils sont en train d'essayer de stabiliser tout ça et de proposer quelque chose qui fonctionne correctement dans des cas assez importants. Lui, il fonctionne avec la comparaison de rollup en 2 temps. D'abord, vous allez lui donner, vous pouvez le faire fonctionner en mode non production ready, et du coup, il va vous annoter votre code avec un commentaire en disant bah, voilà, cet export-là, le bar, il n'est pas utilisé, donc plus tard, tu vas tâcher de l'enlever. Et ensuite, en relançant l'outil avec l'option, bah, on va dire minification finale, il va vous faire le nettoyage tree checking, et éventuellement, après, il va lancer en interne Glyph.js et vous faire l'élimination de code mort éventuelle en plus. À la comparaison que lui, Rollup, le petit nouveau qui est arrivé l'année dernière, qui est créé par Rich Harris, un développeur et journaliste interactif du Guardian, qui a lancé ce projet-là en se basant uniquement sur les modules ES6, sur la syntaxe ES6. C'est un des arguments marketing qu'il y a sur le site au démarrage. Voilà, il va troller Browserify, puis après il parle de tree checking, de module ES6, etc. Le site est assez bien fait parce que vous avez une démo en live sur le site pour faire des tests, et il y a des petites démos pour voir un peu les fonctionnalités et voir le rendu qu'il donne après en sortie. Et lui, à la comparaison de Webpack, c'est que il nettoie tout directement. Je n'ai même pas d'exemple à vous montrer. Vous lui donnez les fichiers en entrée et il vous ressort un fichier nettoyé derrière dans la foulée. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à Webpack. Après, vous pouvez débugger. Il y a tout un tas de plugins comme Webpack qui sont disponibles pour faire du transpilage avec Babel, de faire de la compilation avec TypeScript, etc. Ou charger des assets. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, maintenant, je vous propose qu'on fasse une petite démo pour voir un peu ce que ça donne en live. Donc, on va d'abord prendre un projet tout simple, une petite démo tout simple avec un fichier JavaScript, avec plusieurs imports. Donc là, sur première ligne, j'ai des imports, j'importe 2 objets et une fonction qui viennent d'un autre fichier externe qui fait donc un export global avec 2 objets et une fonction. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, j'apporte une librairie mathématique avec 2 fonctions toutes bêtes, square, dialogue et puis une constante. J'importe une classe et j'importe un petit singleton JavaScript aussi. Et puis après, dans mon code, là, j'ai juste fait des console.log, mais le plus important, c'est quand même que les imports soient utilisés. Et il y a du log, il y a une création de classe, etc. On va voir ce que ça donne derrière avec les outils. Donc en lançant d'abord... on va lancer Rollup. Voilà, il vous donne final, ça c'est un des plugins, il vous donne la taille finale du fichier. Et si on va voir au build, on voit que là j'ai wrappé le fichier avec un wrapper UND, mais vous pouvez faire, il y a tout un tas de configs pour vider tout ça. Et on voit qu'en sortie, il y a vraiment que ce dont j'ai besoin et ce dont je vais les utiliser après derrière dans le code. Donc il n'y a que le flow object, il n'y a que la fonction, la constante SQRT. Donc l'autre objet et la fonction foo ont disparu. Et pareil pour la partie mathématique, il y a d'autres fonctions qui n'étaient pas utilisées, il les a enlevées tout de suite. Donc là, on reste encore sur du code ES6 qui n'a pas été transpilé, mais c'est pour l'exemple. Et donc là, on voit qu'il a tout de suite nettoyé ce qu'il fallait. Et si on va lancer son petit copain Webpack, on va voir le résultat. Donc lui, un peu plus mature, il a un peu plus d'outils, il a un peu plus d'options. Là, on voit qu'il peut vous proposer toute la liste des modules qu'il a détectés. Il vous met en live les exports et puis seulement ceux qui sont utilisés, etc. Donc là, il y a SQRT qui est utilisé dans celui-là, etc. Et on voit qu'en sortie, on se retrouve donc avec un paquet de code qui est des trucs de Webpack avant. Et après, au niveau de votre code, là, si je prends par exemple la fonction mathutils, il vous a tagué square et diag comme non utilisable.
et ça va être pareil pour l'autre en dessous, foo object, voilà, bar object et foo function ont disparu. En tout cas, il est prêt à les nettoyer derrière. Donc voilà, on voit que sur deux démos assez simples et quelques fichiers, ça fait le travail. Maintenant, on va se dire, qu'est-ce que ça donne sur une démo un peu plus compliquée? Donc là, je suis allé prendre une librairie full ES6 qui a été réécrite en module ES6 l'année dernière. Ça s'appelle, pour ne pas la citer, Lodash. Il y en a d'autres qui ont été réécrites de la même manière. Il y a Three.js, il y a Moment.js, etc. Il y en a un paquet. Et ben, l'avantage, c'est avec du coup qu'on va pouvoir utiliser et résoudre le rêve un peu ultime de chaque développeur, c'est de se dire, bah, dans ma fichier main, là, au lieu d'importer, comme je l'ai mis en bas dans la version commentée, je vais importer tout Lodash et puis après, je vais aller utiliser 2% de la librairie, c'est-à-dire la fonction de templating et une fonction d'addition toute bête. Bah, je vais aller pointer, je vais aller lui dire, il faut aller faire l'effort, il faut aller regarder un peu l'API ou la doc, il faut aller dire, bah, je vais juste importer template et add, et puis je vais travailler avec derrière. Pour la démo, là, on va faire le test, on va enlever, on va copier cette fonction-là, qui est en fait la fonction interne du module add, et on ne va pas utiliser, on va juste utiliser la fonction de templating. Et si je vais dans la démo avancée, que je relance rollup, donc il nous sort aussi un fichier de 52 kg, etc. Et dans la version buildée derrière, on va se retrouver donc avec l'import de toute la partie templating de Lodash qui était dans le module en question. Et puis après derrière, si je vais en bas, il y a bien tout notre code qui est là. Et si je fais un petit CTRL F sur la fonction createMath opération qui était dans le module add, il a bien disparu de la librairie derrière. Alors que si on a fait la version un peu plus compliquée comme ça, on n'aurait pas facilité le travail dans le sens où voilà, on dit on va tout prendre et puis peut-être qu'après derrière je vais juste prendre ce que j'ai besoin. Donc là c'est un avantage, c'est qu'il faut que le développeur fasse l'effort de préciser ce qu'est-ce qu'il va utiliser et ne pas faire un peu le bourrin en gros et tout ramener dans son projet. Donc voilà, alors non c'est pas ce sens-là. Alors le petit bilan, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, sur l'exemple là, avec Rollup, donc sans tree checking, donc si j'avais fait le bourrin avec un port étoile et puis que j'utilisais mes deux fonctions, bah, je me retrouvais quand même avec un fichier final de 490 kg. Minifié, ça tombe à 60 kg. Et si je prends le tree checking, donc je vais cibler que ce dont j'ai besoin, bah, je redescends un fichier de 54 kg derrière. Donc c'est quand même intéressant comme fichier en taille de sortie derrière. Alors pour conclure, le Webpack, en gros on va dire que c'est en work in progress. Ça fonctionne dans certains cas, dans d'autres ça ne fonctionne pas. C'est assez lourd sur le poids de sortie, on l'a vu dans les graphiques au début. Mais ça va s'améliorer, c'est encore là-dessus. Rollup, bah, il est au rendez-vous sur la taille de sortie, sur le temps d'exécution derrière. Il fait le boulot. Généralement, ce qui est recommandé, c'est de l'utiliser sur le build de vos petites librairies internes dans vos projets, puis éventuellement après d'utiliser Webpack pour packager un peu toute l'artillerie. Suivant les outils, on a vu les concepts, le tree checking, l'élimination de code mort. Bon, les stratégies ne sont pas les mêmes et les résultats aussi, mais en tout cas, voilà, ayez connaissance de ces concepts-là. Et cette phase de tree checking-là, il faut savoir que c'est une étape parmi tant d'autres. Il ne faut pas oublier la minification derrière pour que ça soit le plus optimisé possible derrière. Je vous ai mis des petites ressources sur les slides, sur des articles sur Rollup, des comparaisons, des tutoriaux, des exemples, sur Webpack 2 aussi. Et puis des slides un peu générales sur des articles sur la comparaison, qu'est-ce que c'est le code mort, l'élimination de code mort par rapport au tree checking, etc. Et puis c'est tout. J'en profite juste 5 secondes pour parler d'un projet que je lance aujourd'hui qui s'appelle Compodoc, qui est un générateur de documentation pour ceux qui font de l'Angular 2, qui vous génère de la documentation de manière automatique de votre projet Angular 2. Donc allez faire un tour, allez tester si vous voulez. Moi je suis preneur de retour. Ça s'appelle Compodoc. Et puis merci à vous. S'il y a des questions. Le micro arrive.
Merci pour la présentation. Sur du TypeScript, en fait, le workflow, ça va être quoi? On compile le TypeScript en ES6, on fait le tree shaking sur le ES6, Ouais. et ensuite on fait du Babel? Ouais, voilà. Ok. Et tu sais pas s'il y a du tree shaking, parce qu'il a son propre système de modules aussi, TypeScript, donc est-ce que tu sais s'il y a des initiatives pour le faire à ce niveau-là? TypeScript, normalement, il est basé sur les modules, de ce que j'en connais, il est basé sur le module ES6. Donc, dans Rollup, par exemple, tu as un plugin Rollup plugin TypeScript où en gros il va te lancer le compilateur avant. Dans ce cas, tu le configures pour sortir de l'ES6 et pas de l'ES5 par défaut. Maintenant, la version 2, là, il te compile tout en ES5. Et après, dans ce cas, tu peux faire le nettoyage derrière. Mais pas direct pas direct sur Non. TypeScript, quoi. Non. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter. Non. Bon, merci à vous. Bonne soirée.